Ça y est, après 3 épisodes de très bonne facture pour se mettre dans le bain, on y arrive enfin. L'attaque des Quincy du Vandenreich sur le Seireitei est lancée, et c'est un véritable massacre dans le camp Shinigami. En apparaissant de nulle part, en plein milieu de la cour des âmes et en parvenant à subtiliser 4 Bankai au camp des dieux de la mort, l'armée du Vandenreich débute cette guerre avec un assaut explosif et sème le chaos et la destruction au sein des différentes divisions du Gotei 13. Et aujourd'hui, dans cette review sanglante millénaire numéro 4, je vous donne mon avis sur cet épisode que j'attendais avec une impatience folle. Comme toujours, j'espère que ça vous plaira, et si vous voulez soutenir la passion de Bleach, je compte sur vous pour claquer vos Bankai sur le bouton like, et vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que tout est dit, on envoie le générique. Si vous avez suivi les autres reviews, vous avez compris le principe maintenant. Je vais donner mon avis global sur l'épisode dans un premier temps, pour ensuite faire un point sur le scénario et les différences avec le manga. Bien sûr, on parlera aussi musique, puisqu'on a encore droit à des nouvelles masterclass aujourd'hui, mais avant tout ça, j'aimerais revenir sur 2 trucs. Déjà, la semaine dernière, je vous parlais de l'ending, et comme quoi il y avait le Zanpakuto de Tokinada qui apparaissait dedans. Mais bon, je me suis hypé trop vite et j'en ai oublié de réfléchir, alors que tous les Zanpakuto ici sont ceux des capitaines de division et sont tous présentés sous leur forme libérée. Enfin pas tous, ceux de Zaraki et Unohana font exception, mais c'est logique. Ce que j'ai pris comme étant les Zanpakuto de Tokinada dans sa forme scellée, c'est visiblement Ryujin Jaka, même si bon, normalement pour moi sa garde a pas vraiment ce motif. Mais c'est juste qu'elle est un peu détériorée et du coup ça ressemble à la garde du sabre de Tokinada en forme scellée. Deuxième truc que je voulais évoquer, c'est les gens qui se plaignent du rythme des épisodes et tout, comme quoi ça va trop vite ou je sais pas quoi. Alors je peux comprendre qu'on soit déçu qu'il y ait des scènes en moins, mais pour le rythme, comment dire, vous voulez quoi, un truc à la One Piece? Où à chaque action t'as un zoom de 10 secondes sur chaque perso présent à l'écran? Non, j'abuse avec cet exemple, mais bon, le rythme est correct je trouve. Et dans le manga ça va aussi très vite. En plus forcément, adapter des chapitres en épisodes ça demande de faire des modifications au niveau du pacing, c'est pas le même support donc ça paraît logique. En plus, je pense comme beaucoup que s'ils se permettent d'enlever certaines scènes, c'est pas juste une question de rythme. C'est aussi sûrement pour gagner de la place et rajouter des éléments importants qui font défaut au manga. Bien sûr, n'hésitez pas à me donner votre point de vue là-dessus en commentaire, mais pour l'heure, intéressons-nous enfin à cet épisode 4 que j'ai savouré avec un plaisir incommensurable. Comme je le disais, le main event ici c'est l'assaut des Sternritter et le début des grosses bagarres qui risquent d'en retourner pas mal. Et personnellement, j'ai encore beaucoup aimé, même si je dois dire que globalement, il y a quand même toujours ces histoires d'images parfois un peu statiques ou de mouvements de personnages pas très fluides. Après 4 épisodes, pour le moment, moi c'est le petit défaut qui me vient à l'esprit. Et j'avoue que je suis impatient de voir les vrais gros fights, en espérant qu'ils s'économisent justement pour ça. Parce que là, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que ça manquait un peu d'impact visuellement. Il y avait pas beaucoup de mouvements, souvent des gros plans sur les persos, et au final ça manquait un peu de dynamisme et de détails je trouve. Mais ça veut pas dire que j'ai pas kiffé, loin de là. Énorme plaisir de voir les capitaines en action, et l'ambiance triste et désespérée qui plane tout le long de l'épisode symbolise très bien la gravité des événements. Et j'ai adoré une des toutes premières scènes de l'épisode, celle où on voit Kajomaru en panique face à l'un des Sternritter qui le déglingue en lui disant « Mais mon gars, t'as cru que j'allais m'arrêter là? Maintenant c'est la guerre, ça sert à rien de me dire de m'arrêter. » Ça nous fait bien comprendre qu'ils sont pas là pour parler chinois si vous me permettez, et c'est cool d'avoir mis cette scène dès le début de l'épisode, parce que dans le manga, pour le coup, elle se déroule juste après l'apparition de Byakuya. Pareil, la scène du vol des Bankai ou l'apparition d'Az-Nodt, j'ai encore trop kiffé aussi. Et encore une fois, on insiste clairement sur le fait que les Shinigami semblent impuissants face à cette menace. Comme dans le manga, les Bankai se font dérober en 2 secondes, et même Renji, il est en stress quand il voit ça. Et comment dire, malgré 2-3 petits défauts, cet épisode lance plutôt bien les hostilités. Passons maintenant sur l'histoire et les différentes scènes qui nous sont proposées dans cet épisode, qui adapte les chapitres 495 à 99 du manga, ce qui met fin au volume 56. J'avais un peu peur qu'il skippe la scène où Hakon fait le compte des morts, mais non, elle est bien là et comme prévu, l'épisode ouvre là-dessus avec un plan sur le Seireitei en 3D que j'ai trouvé pas dégueu. Mais le gros kiff, c'est évidemment les confrontations entre Shinigami et Sternritter qu'on attendait avec impatience, notamment Byakuya et Renji face àAz-Nodt, le Sternritter F. Par contre, je suis pas trop fan des espèces de fiches de présentation pour les Quincy là. Genre le rose, bon j'ai bien compris que ça faisait partie de la DA, mais ça rend pas très bien pour les Stern je trouve. Quoi qu'il en soit, on commence à comprendre qu'ils ont tous une lettre associée à leur nom visiblement, et on a aussi des précisions sur leur capacité grâce aux explications de Kisuke vers la fin de l'épisode. En plus du fameux Quincy Volstenditch, ils auraient la capacité d'injecter du Reishi dans leurs veines pour se renforcer physiquement. Ils peuvent se servir de cette technique appelée Blut à des fins offensives ou défensives selon les situations, mais ils peuvent pas faire les deux en simultané. Et c'est pour ça qu'Az-Nodt résiste aux attaques de Renji et Byakuya sans trop de problèmes. Et évidemment pour terminer, ils peuvent via leur médaillon subtiliser les Bankai des Shinigami, rendant la majorité d'entre eux quasiment inoffensifs. Mais venons-en aux différentes confrontations parce que c'était trop bien. Voir tous ces persos entrer en scène ça fait trop plaisir et chaque passage a eu son petit effet.
Celui de Rose face à Nanana est très cool parce qu'il n'y a aucune musique et c'est une bonne idée je trouve. Rose est évidemment un grand passionné d'art et de musique, et le fait qu'il n'y en ait pas à ce moment précis, ça appuie sa tristesse face à la nouvelle qu'il vient d'apprendre. En effet, son vice-capitaine est tombé au combat, et il compte bien le faire payer au camp adverse et à son adversaire avec ses dents en touche de piano. Ensuite, Komamura qui met un stop patriarcal à Bambietta. Non, comment il lui chope le bras, ça me fume, alors qu'elle était en train de faire un massacre dans les rangs de la 7ème division. Et en plus, on la voit balancer une sorte d'orbe explosive, une action qui n'est pas là dans le manga et qui nous dévoile un peu ses pouvoirs. Encore une fois, j'aime beaucoup comment ils intègrent les effets de CGI aux différentes techniques pour le moment, je trouve que ça rend trop bien. Après Itsugaya et Matsumoto contre Kangdu, c'était la moins ouf je trouve, mais faut avouer que la glace de Yorin-Maru rend vraiment trop bien, ça c'est clair. Il y a aussi la rencontre entre Soifon et BG9 qui est cool tout en étant un peu osef, j'ai envie de dire, mais bon, ça c'est comme dans le manga. Mais comme je le disais, la rencontre la plus marquante c'est celle entre la 6ème division et Aznot. L'apparition du Sternritter F, je l'attendais trop et franchement elle m'a pas déçu. Son arrivée violente et sinistre qui terrorise les Shinigami de base est très bien foutue, et même sans qu'il ait encore prononcé un seul mot, tu sais déjà que ce gars il rigole pas. Comme vous l'avez vu, c'est pas des adversaires que les Shinigami pourront combattre sans y aller à fond. Et on arrive sur la scène du vol de Bankai qui est pour moi la meilleure de l'épisode. Sérieux, la musique à partir du moment où Byakuya en appelle à Senbonzakura Kageyoshi, elle est magnifique, et parmi les nouveaux morceaux, c'est clairement mon préféré. Ça donne une espèce d'ambiance mélancolique qui annonce un peu la couleur et j'ai vraiment kiffé. Mais c'est bien sûr là qu'ils réalisent que leurs adversaires ne se contentent pas de sceller les Bankai, et qu'ils peuvent carrément s'en emparer. Bon, dans tous les cas, comme dit Kyoraku, fallait bien que quelqu'un se sacrifie, mais du coup on a 4 capitaines qui sont giga nerfs et ça annonce du mauvais pour la suite. D'ailleurs, même Kyoraku semble secoué par la nouvelle, et sera pris par surprise par le Volstenditch de son opposant. Et bon, ce moment, j'ai été un peu déçu. Comme j'ai dit au début, c'est vrai que tout ça manquait un peu d'impact et de dynamisme, et ça se voit bien ici. Genre un peu de mise en scène en plus aurait pas fait de mal, et pour le coup ce passage rend bien mieux en manga je trouve. Mais peu importe, si on résume, ça fait 4 Bankai volés, 2 vice-capitaines tombés au combat, un œil en moins et plusieurs centaines de soldats du Gotei exterminés. À ce rythme-là, c'est foutu pour Soul Society. Surtout qu'ils ont pas attendu les directives du meilleur personnage de Bleach, qui tentait de son côté de percer le mystère de ces fameux médaillons. Et là, le visage rempli d'amertume de Yamaji qui s'apitoie un peu sur ses erreurs passées est un des plans qui m'a le plus marqué. Sans compter que derrière t'as le remix de Soonscape to Ardor, un des morceaux les plus mémorables de l'OST Bleach, donc bon, forcément ça marche à tous les coups. Mais ouais, c'est la merde comme jamais, et qui on appelle quand c'est la merde? Bah on appelle le Shinigami remplaçant. Le dernier espoir est celui qui a changé à jamais la face de Soul Society, Ichigo Kurosaki. Sauf que lui aussi il est en train de se taper avec un Quincy. Bon, ils vont rapidement le fumer une fois que Urahara est informé de la situation au Seireitei, et quand il lui balance le Kido, encore une fois, c'était lourd. Vraiment, c'est le boss. En plus, pendant le combat, il a bien analysé l'ennemi, du coup il a des données à transmettre, et il y a plus qu'à envoyer Ichigo à Soul Society. Sauf que Kilge est pas mort et qu'il utilise Ranso Tengai pour se mouvoir et attaquer nos amis par surprise. Et le Ranso Tengai, si vous avez oublié, c'est une technique Quincy qui permet, en créant des sortes de fils de Reishi, de manipuler son corps comme une marionnette et donc de pouvoir se battre même dans les pires états. Et là, il a commis une erreur impardonnable. Il a blessé Orihime. Oh putain, attendez, je vais me le faire, ce sale nazi de merde. En plus, il a bloqué la sortie pour Ichigo et l'a enfermé dans une sorte de prison en particules spirituelles, tellement c'est un clébard et il veut respecter les ordres de sa majesté. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que les motifs dans ses yeux font penser à des barreaux de prison. Et disons-le, c'est pas un détail anodin. Et en vrai, là, si t'as pas lu le manga, tu dois te dire mais what the fuck, il va se passer quoi comme dinguerie maintenant? Mais en tout cas, c'est là-dessus que prend fin cet épisode 4, qui malgré les petits défauts que j'ai évoqués encore une fois, est tout de même parvenu à faire exploser mon Reiatsu. Et maintenant, c'est l'heure des différences avec le manga, et cette fois, il y en a pas vraiment beaucoup. Je l'ai dit, la scène où Kajomaru se fait fumer est un peu avancée, et il y a aussi quelques dialogues et répliques qui sont supprimés de certaines scènes, mais encore une fois, rien de bien méchant. Par exemple, quand Hakon cherche à joindre Ichigo, à la base il galère parce qu'il est censé passer par son badge de Shinigami, mais il arrive pas à le localiser dans le monde réel. Mais bon, c'est pas du tout important, et c'est pareil pour la réplique du Stern masqué à Aznot. Dans le manga, il évoque le Blut quand son pote se fait lacérer la main, mais vu que dans l'épisode on nous explique ce que c'est juste après, j'ai envie de dire Osef. D'ailleurs, j'en ai pas encore parlé de ce Stern masqué parce qu'il est pas très important dans cet épisode, mais croyez-moi, on aura l'occasion de le faire plus tard. Mais la seule scène qui n'est pas présente ici, c'est celle où le roi Quincy et le Stern qui a attaqué Kajomaru ont un échange, dans lequel le premier dit au second qu'il est libre d'épargner son groupe d'adversaires si cela lui fait plaisir. Et dans ce groupe, on est censé retrouver Yuki et Shino, les deux petits Shinigami. Ils discutaient avec Kajomaru à l'épisode 3, et dans le manga, on les voit bien quand celui-ci se fait battre. Au final, là, ils les ont juste pas montrés, du coup pas besoin de justifier qu'ils se font pas tuer, et encore une fois, c'est pas trop un problème. Mais en vrai, à côté de ça, ils te foutent un recap de 3 minutes au début alors que tout le monde a déjà vu les 3 premiers épisodes. Du coup là on peut pas dire que c'est par manque de temps ou que c'est une question de rythme. Donc ouais, c'est quand même un peu dommage quand on y pense, même s'il y a une scène rajoutée avec Mayuri, dans laquelle on le voit se rendre compte que les médaillons Quincy ne sont pas de simples sauts anti-Bankai. Et j'ai beau être l'un des plus gros fans du perso, pour le coup faut dire que ce mini rajout avait pas énormément d'intérêt.
Pour finir, penchons-nous un petit peu sur la musique parce qu'il y avait vraiment du lourd. Ce petit morceau de violon qu'on avait découvert à l'épisode 1, c'est un des nouveaux thèmes que je préfère clairement. Et le remix de Soundscape to Ardor, je le redis, c'était magnifique. Pareil pour le thème d'Aznot qui était bien malaisant et qui allait très bien avec son entrée en scène. Un morceau dérangeant, sinistre et mystérieux qui lui correspond très bien. Non, franchement, au niveau de l'OST, gros point fort, même si personne n'en doutait de ça. Par contre, j'avoue que je suis pas fan du remix de On the Precipice of Defeat. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop l'habitude de la version classique, mais là j'ai un peu de mal. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 4, et maintenant c'est à vous de me donner vos points de vue en commentaire. En tout cas, comme toujours, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas bien sûr le petit like pour la passion de Bleach et le référencement, et on va se quitter tranquillement sur le poème du jour. Récité par Sasakibe Chojiro, il nous dit « Même quand le tonnerre disparaît, mon serment subsiste à l'ombre d'un saule ». Et j'ai envie de dire que mes petites traductions maison, c'est pas les trades éclatés des fansubs et des sites de streaming, on va pas se mentir. Et pour ceux qui ont lu le manga, vous savez évidemment à quoi ce poème fait référence. En tout cas, en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement. Magazine